Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors par rapport à la période où en sommes-nous, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée parce qu'effectivement vous devez certainement regarder la vidéo, pas la date précise. Mais aujourd'hui on est le 12 juillet, en plein week-end. Il fait plutôt bon, de bonnes températures et je viens d'effectuer, il y a tout juste hier, il n'y a pas plus tard qu'hier, mon extraction récolte numéro 2, récolte d'été. Et c'est la dernière récolte, ce qui présente également un tournant dans l'apiculture parce que maintenant il va falloir préparer les nouvelles ruches, les ruches actuelles pour l'année prochaine. Et comme je l'ai précisé à d'autres épisodes, c'est le moment le plus important pour préparer vos ruches, pour les obtenir dans de très bonnes conditions, les rendre performantes pour l'année suivante. Tout se joue justement à partir de maintenant. J'en reparlerai plus en détail petit à petit au fur et à mesure des tâches, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait une forte ponte, enfin qu'elle continue à pondre, qu'il y ait de la place, qu'il n'y ait pas de blocage de ponte. Il va falloir aussi traiter le traitement anti-varroa, le fameux traitement anti-varroa, et également les nourrir si besoin. Donc tout ça, je viendrai plus tard, plus loin, à d'autres épisodes. Chose sur laquelle je voudrais juste revenir, je ne sais plus si je l'avais précisé dans les épisodes d'avant, c'était par rapport au budget, j'en avais un petit peu parlé. Je vous ai donné un ordre au budget moyen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement aussi, il faut prévoir un budget tous les ans. Moi, ça me revient à peu près à 500 €. Après, ça peut être un peu moins cher, un peu plus cher, tout dépend aussi du nombre de choses, du nombre de ruches que vous avez, de la colonie, de ce que vous voulez faire comme objectif. Et puis, il y a aussi, pour les bons bricoleurs, vous allez réduire considérablement l'enveloppe. Mais pour vous donner un ordre d'idée sur tout ce qu'il y a à faire annuellement, sans même agrandir votre cheptel, parce que vous voudrez bien avoir à agrandir votre cheptel par l'intermédiaire de nouvelles colonies, de nouvelles ruches, et il faut prévoir de temps en temps, quand on débute, on n'a pas forcément le bon nombre de hausses. Il faut racheter régulièrement de la cire pour le renouveler, les cires gaufrées, les fameuses cires gaufrées. D'ailleurs, à ce propos, je vous avais promis que je vous montrerai justement à quoi ressemble voilà, le résultat d'une cire que j'ai fondue, que j'ai renouvelée. Alors cette cire-là, je ne sais pas si on la voit bien, elle est assez sombre. Donc ça, c'est de la cire qui provient de la cire de cadre bâti. Enfin, cadre bâti, oui, qui se trouve encore, qui est surtout pas à mélanger avec, je ne sais pas si on le voit ici, ce sont ce qu'on appelle les brèches. Et ça, c'est la cire que j'ai récupérée hier sur les cadres de hausse, qui est une cire propre, celle-ci, entre guillemets. Propre, parce que celle-ci, elle se trouve en corps. Et dans le corps, effectivement, il y a des traitements, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, c'est moins propre, donc du coup, ce n'est pas à mélanger. Celle-ci, le professionnel va pouvoir la récupérer pour vous ensuite vous la revendre ou la revendre à d'autres personnes, mais pour que ce soit réutilisable dans la cire gaufrée. Celle-ci, en règle générale, c'est plus pour faire des bougies ou ce genre de choses. Mais ce n'est pas à remettre dans les hausses, cette cire-là. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir bien faire la sélection et de bien répartir vos différentes cires, celles de cadre, de corps, et celles des hausses qui correspondent lorsque vous faites la récolte, c'est de la cire de percule. Et même au-delà de cela, si vous voulez être encore plus soigneux, les cires de cadre, de hausse, eux-mêmes, c'est à regrouper dans un troisième type. C'est-à-dire que à la rigueur, ce ne sera à ne pas mélanger justement dans cette cire-là. Donc du coup, vous avez trois types de cire que vous pouvez ensuite du coup vendre auprès de votre commerçant habituel qui soit vous rembourse, enfin vous paye c'est simplement bien une marchandise et qui peut également du coup vous faire baisser votre facture lorsque vous avez besoin d'acheter du sirop, de la cire, justement sur ce que je disais pour reprendre le sujet de tout à l'heure. Tous les ans, il y a de la cire, il y a des cadres à acheter, il y a du sirop de nourrissement. Je ne vais pas tout énumérer, mais c'est quelque chose à prévoir que je n'avais pas précisé dans mon épisode. Donc je me suis pas mal étendu, mais bon, c'était pour moi important de pouvoir vous le dire. Et autre point important, c'est vrai que c'est une passion que j'essaye de vous transmettre, que peut-être que parmi vous, certainement nombreux sont ceux aussi qui le font déjà. Très bien, c'est une bonne chose. Donc vous savez ce que c'est. Et justement, il faut prendre en considération qu'il y a également tout un temps à consacrer
c'est beaucoup de travail pour pouvoir, même en tant qu'amateur, hein, alors donc je compare pas du tout l'aspect professionnel parce que c'est du plein temps. Moi c'est régulièrement tous les week-ends et parfois en soirée après mon activité professionnelle. Et donc j'insiste bien, c'est beaucoup de week-ends, tout dépend aussi du cheptel que vous avez. Si vous commencez avec 3 ruches, déjà ça commence à faire un bon passe-temps, hein. Et là moi je tourne à peu près à une dizaine de ruches, 7, 8, 10. C'est quand même pas mal de temps à prévoir et donc prévoyez-le quand même avant de vous lancer si vous en êtes dans ce cas-là, de vous dire il y a quand même pas mal de temps à prévoir, mais aussi par ailleurs c'est par période, c'est surtout à partir du mois de mai jusqu'à peu près aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui ça va commencer un petit peu le jeu va commencer à se calmer, quoi. Un peu moins d'activité, un peu moins de travail. Alors juste pour montrer une dernière fois à quoi représentent ces brèches d'un peu plus près, donc ça c'est toutes les brèches que j'ai récupérées. Vous voyez, on retrouve un peu plus la cire de percule là, que ça a été coupé au couteau. D'ailleurs ça attire facilement, rapidement les abeilles, vous voyez. Là j'ai mis un petit peu d'eau, c'est pour pas que ça colle trop quand j'aurai besoin de démouler mon fameux lingot de cire, pas d'or malheureusement. Et alors chose que j'ai pas précisé aussi, que je pourrais partager avec vous, donc pourquoi je ne vous ai pas présenté la deuxième récolte, parce que je l'avais déjà fait auparavant, ça aurait été une répétition par rapport à la récolte de printemps. La récolte elle était plutôt bonne, performante, de bonne qualité. C'est vrai que je sais pas pour ceux qui ont suivi les épisodes d'avant, il y a 2 semaines de cela, j'avais fait une première tentative de récolte d'été. Le miel n'était pas suffisamment mûr, j'ai tout stoppé et du coup j'ai attendu 2 semaines, ce qui a permis de faire mûrir un peu mieux ou d'arriver à un miel à maturité, c'est-à-dire de bien operculer. J'insiste bien parce que si, là encore je vais me répéter, si vous le récoltez qu'il est pas, que le taux d'humidité est inférieur à 18 ou 19, bon, j'ai même pas de réfractomètre, eh bien c'est un risque à ce que votre miel ne se conserve mal. 18-19, de toute façon, bon moi j'ai pas de réfractomètre comme je disais, mais ce qui vous permet de le savoir, c'est que à 80% vos cadres sont operculés. Et donc là, vous pouvez vous dire, je peux extraire. Et alors, chose que je vais partager également avec vous, du coup je vais remettre à lécher mes cadres. Et il y a certains cadres que j'ai mis tardivement, mais ça je l'avais fait un peu exprès, hein. Non pas pour obtenir de la récolte et faire de la quantité, je cherche de la qualité moi avant tout. Ce miel là je vais le redonner aux abeilles, donc du coup ce sera un stock qui sera facile à elles pour pouvoir l'assimiler. C'est un stock de très bonne qualité parce que c'est du miel et non du sirop de nourrissement. Le sirop de nourrissement on le verra un peu plus loin. C'est parti. Donc je vous présente juste là le lieu où j'ai stocké mes ruches. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas présenté, mais juste pour faire récapitulatif, j'ai fait exactement la même méthode que la dernière fois, c'est-à-dire que pour l'extraire, j'ai pas pris 2 jours, cette fois-ci, mais 3 jours, pour mettre mes chasses abeilles, donc ça m'a permis de vraiment bien vider mes hausses. Alors, aussi, autre chose que je n'avais pas précisé la dernière fois, mais vous en doutez bien, question hygiène, moi je prends le soin de vraiment tout bien nettoyer, mon extracteur, mon maturateur, même s'il a été nettoyé auparavant, surtout aussi s'il a été utilisé par quelqu'un d'autre auparavant, on ne sait pas comment il l'a nettoyé, mais bon, il s'agit quand même du miel, d'un bien alimentaire destiné à l'homme, donc je lésine pas sur la partie, je dirais, nettoyage et que ce soit quelque chose de propre. Là aussi, alors pourquoi je me suis arrêté aussi ici, c'est pour vous montrer que, vous voyez au-dessus, j'ai mis des chiffons dans les aérations. Il suffit qu'il y ait quelques trous, et là, en l'espace de quelques heures, vous êtes envahi par les abeilles. Pourquoi? Parce que là, je vous rappelle, ici, on est en présence de cadres que je viens de récolter et que je vais mettre à lécher. Et là, bon, on le voit peut-être mal, ça lui pas mal. Il y a du miel, là de quoi faire. Et autre précision, ça me permet aussi de vous dire, de partager ça avec vous. On arrive à une période où il y a de moins en moins de nectar. Donc du coup, plus entre guillemets d'agressivité entre les abeilles. Elles sont un peu plus offensives et à l'affût de la moindre goutte de miel ou de nectar. Là, je m'amuse à mettre une goutte là, juste à côté. En l'espace de 2-3 minutes, c'est parti. Elles arrivent toutes dessus.
Ce qui était, pourquoi je le souligne, c'est parce qu'en fait, quand j'avais fait ma récolte il y a un mois, c'était moins le cas. Il y avait beaucoup moins je dirais de réflexes aussi, enfin de réactivité aussi importante de la part de l'abeille. Et plus on arrive dans un moment où, parce que je vous rappelle, on est en mi-juillet, donc plus on arrive dans une période où il va y avoir moins en moins de nectar, ça va être le cas jusqu'à fin août, début septembre, même si il va y avoir de quoi nourrir quand même, il va y avoir des provisions, hein, ne serait-ce que par exemple le lierre qui est énormément butiné quand on arrive en avril et qui arrive justement à sa floraison. Mais bon, vous avez bien compris là où je voulais en venir, c'est que il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Évitez, donc du coup, si vous êtes dans des conditions où vous avez des habitations autour, de mettre à lécher ça dans votre jardin. Et même, ne serait-ce que votre matériel. Moi, j'ai fait une erreur de débutant, autant la partager avec vous, je ne le referai pas. À un moment donné, je sais plus pour quelle raison, ça y est, c'est revenu. J'ai trouvé, précisons les choses telles qu'elles sont. Alors, il ne s'agit pas du maturateur, il s'agit du... Je trouve toujours pas le nom, c'est le filtre. Là où on pose les brèches, qu'on vient de découper, les opercules, donc du coup il y a du miel. Je l'ai mis à léger à l'extérieur, c'est la pagaille. Donc à ne pas faire. Alors juste avant d'aller sur notre sujet qui nous intéresse, là je veux juste partager avec vous une ruche où je soupçonne qu'elle est orpheline. Je m'en suis rendu compte il y a quelques temps déjà. C'est quelque chose que j'ai pas partagé avec vous, hein, parce que moi je n'ai pas non plus le temps de faire à chaque fois des vidéos et puis de vous remontrer des choses qui sont un peu répétitives. D'une part, je soupçonne qu'elle est orpheline. D'autre part, c'est juste aussi pour vous montrer, vous voyez, la douceur qu'elles ont. Elles maintiennent quand même une douceur entre elles, alors qu'en règle générale, quand il n'y a plus de reine, elles ont tendance un peu plus à voler. Vous voyez, là, elles sont tranquilles. Bon, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'elle n'est pas orpheline. Hein. Je vous le dirai à ce moment-là. Mais j'ai plus d'œufs. J'ai plus du tout d'œufs. Et à un moment donné, je voyais des cellules royales sans œufs. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Avant de supprimer les cellules royales, j'ai cherché s'il y avait des œufs. Il n'y avait pas d'œufs. Donc du coup, j'ai laissé les cellules royales pour pouvoir la sauver. Mais à côté de ça, j'ai fait une autre manipulation. M'apercevant que ces cellules royales, c'est pas celle que j'attends par rapport à la reine que j'ai, du coup, finalement, j'ai supprimé ces cellules royales. Et je suis allé chercher un autre cadre que j'ai marqué ici, où je suis sûr de... Enfin, c'est une reine que j'ai achetée récemment, et c'est pour cette raison-là que j'ai sélectionné ce cadre-là pour avoir de bonnes cellules royales. Donc c'est ce que je vais regarder aujourd'hui, si j'ai bien des cellules royales qui sont bâties. Enfin, j'espère que vous me suivez, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon là dans mes explications, j'ai l'impression de me perdre un petit peu. J'espère que vous ne pas perdre. Bon, en tout cas, celle-ci, pour moi, elle est orpheline, et normalement je devrais avoir des cellules royales que je vais chercher autre part, et toutes les autres cellules royales, je les ai supprimées. Je me suis contredit, mais voilà, les choses sont comme ça. Alors aussi, pourquoi je parle d'agressivité? C'est vrai que quand elles sont orphelines, sans me répéter, eh ben, elles ont une tendance à être un peu plus perdues, donc un peu moins organisées. Mais il y a un autre facteur qui peuvent les rendre aussi un peu plus agressives. Alors c'est non pas, je veux parler de la météo, les orages, etc., mais c'est plus par rapport à la période qu'on court actuellement, où il y a de moins en moins de... Je suis en train de vérifier s'il n'y a pas des œufs. Hein. C'est pour ça que je m'interromps. J'ai beaucoup de cellules qui sont vides. Alors que je finisse ma phrase de mon explication, c'est qu'on arrive dans une période, pas de disette, mais où il y a de moins en moins de nectar. Donc du coup, ça peut les rendre d'autant plus agressives. Et vous voyez, elles sont tranquilles, elles viennent pas me chercher. Alors, ça explique aussi pourquoi j'ai sélectionné ce cadre avec ces cellules royales. Parce que si je vais conserver les autres cellules royales, un autre risque d'avoir une reine qui plus tard serait agressive. Donc je l'ai souvent dit, souvent répété, mais bon, j'explique le pourquoi du comment. Hein. J'espère que vous n'avez pas avoir perdu, je pense que c'est bon cette fois-ci. Alors, verdict, vous voyez que j'ai écarté ces deux cadres pour minimiser les dégâts que je pourrais occasionner sur les cellules royales, si cellules royales il y a. Alors, est-ce qu'on a des cellules royales? Oui, on en a. Ici.
Est-ce qu'on les voit? Je vais juste regarder avec moi, avec vous, si je le vois dans la caméra. Aïe aïe aïe, je vois pas, j'ai du mal. On se rapproche un petit peu comme ça. J'ai du mal parce que je vois pas tout. Donc là il y en a 3. Hein. Je sais pas si je le montre. Si, je pense que je le montre. Je vois rien, je suis en contre-jour. Bon, il y en a 3 ici. Et puis il y en a une aussi là-haut. Donc il y en a 4. Il y en a 5. Il y en a même trop. Il y en a même trop. Mais c'est trop tard pour les retirer. J'en ai même d'autres là, regardez. J'en ai plein. J'en ai 4 ici. J'en ai une là. Attendez, on va soulever le truc. Le bidule. Vous voyez là, ici j'en ai. Ici aussi, j'en ai une. Donc j'en ai 2, 3, 4. Il y a peut-être d'autres qui sont cachés. 5, 6. Et 3, 9. Ouais, bon, j'ai une petite dizaine. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Puis je dois en oublier d'autres. Bon, parfait. De toute façon, je ne cherche pas à les supprimer. Et c'est plus la peine de faire une sélection sur ces cellules royales. Enfin, une sélection sur ce même cadre. Je m'explique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, au bout de 3 ou 4 jours, il faut quand même revenir pour conserver que 3 ou 4 cellules royales. Parce que pour la créer, pour la nourrir, ça demande quand même beaucoup de ressources pour la ruche. Et du coup, d'en enlever un certain nombre, ça leur permet un petit peu de leur faciliter un peu le boulot. Maintenant, c'est trop tard d'en retirer. Pourquoi? Parce qu'elles sont operculées, là, elles n'ont plus de travail à fournir. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre que Madame Mère arrive. Alors, aussi, petit récap, juste pour savoir comment ça va se passer. Là, vous voyez qu'il y en a pas mal. Et ben, c'est la première qui est arrivée, qui a gagné, entre guillemets, et qui va tuer toutes les autres. Avec notamment, d'ailleurs, son dard. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre, enfin, la plupart du temps, hein, elle utilise son dard uniquement pour ce genre de choses. Je crois pas qu'elle utilise son dard. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je me suis jamais fait piquer par une reine et jamais entendu quelqu'un se faire piquer par une reine. Après, son dard, donc elle l'utilise au moins déjà pour contre ses rivales. Et si jamais il y a plusieurs reines qui naissent en même temps, à ce moment-là, ce sera un combat entre reines et ce sera la plus forte qui gagnera et qui vaincra. Et aussi, mais ça c'est rare, je ne connais pas du tout les cas, il faudra faire des petites recherches par rapport à ça. Il se peut que de temps en temps, il y ait 2 reines qui sont capables de vivre ensemble dans une même ruche. Mais je ne crois pas que ce soit le cas où, au moment où elles naissent ensemble, qu'elles vivraient ensemble. Je pense que c'est plutôt mère-fille. Bon après, je vous laisse faire des recherches pour voir ce qu'il en est. Parce que là, après, on attaque, je dirais, un autre sujet. Alors aussi, la question se pose, pourquoi j'ai perdu la reine dans cette ruche là? Parce qu'elle marchait très bien. C'était une reine qui était marquée en rouge d'ailleurs. Il y a différentes possibilités, vous l'avez déjà énuméré, donc du coup je vous pose la question, mais moi-même je ne le sais pas. Un beau jour je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus d'œufs, et puis des cellules royales comme je le disais tout à l'heure. Alors ça peut être une erreur de manipulation, ce qui est en règle générale souvent le cas, ou une reine qui a été expulsée, mais après je comprends pas pour quelle raison, ou qui était peut-être malade, enfin je n'ai pas d'explication par rapport à ça. Sinon, ce qui se passe par rapport à la suite à tenir sur cette ruche là, alors par rapport à la période, c'est encore temps pour faire des reines, parce que quand on arrivera trop tard, après elle ne pourra plus se faire féconder. Là il y a encore du mal à l'extérieur, on est à mi-juillet, donc c'est encore temps. Et surtout qu'après il faut attendre tout le temps pour qu'elle puisse arriver à être fécondée, à se mettre à pondre, etc. Donc il faut la forcer, faut la renforcer cette ruche avant qu'elle passe l'hiver, parce que là il n'y a plus du tout de couvain. Alors je peux aussi aller chercher du couvain qui viennent d'autres ruches qui sont plus fortes pour pouvoir la renforcer. Pour le moment, bon, ce n'est pas nécessaire. Ce que je suis en train aussi de regarder, c'est par rapport au stock. Il y a énormément de pollen. Donc là j'arrête la visite, je ne peux même pas regarder tous les autres cadres, c'est pas la peine. Là j'ai du pollen, là j'ai du pollen. Après c'est des cadres relativement vides. Il y a un peu de miel ici. Et alors pourquoi aussi je voulais en venir jusque là, c'est pour partager avec vous la façon dont je mène ma réflexion, et aussi lié par rapport au sujet qui était prévu dans cet épisode, à savoir mettre à lécher les hausses, et notamment certaines
hausses sont quand même relativement remplies, si vous vous souvenez, pas relativement remplies, mais qu'il y a un miel qui n'est pas suffisamment mûr. Et bien voilà, j'y arrive enfin. Après tous ces divergences sujets, et bien j'y viens. Et bien celle-ci, je vais pouvoir lui faire justement bénéficier de cette provision de nourriture pour pouvoir la renforcer. Voilà, parce que, bien entendu, vous en doutez, si vous donnez à nourrir une ruche, autant bien les sélectionner. S'il y en a qui sont plus fortes que d'autres, c'est peut-être pas la peine de boucher des cellules de miel, alors que elles ont besoin de pondre aussi. Il faut leur laisser l'espace. Je sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais on est en train de mener, je dirais, de conduire une ruche. Il faut regarder tout dans son état général, tout ce qu'il y a, s'il y a suffisamment de pollen, s'il y a suffisamment de stock et s'il y a suffisamment de couvain. Donc celle-ci, je peux me le permettre, il y a de la disponibilité pour pouvoir stocker, et puis en plus cela en a besoin. C'est clair? Alors, pourquoi je vous montre encore une seconde fois, parce que je l'ai déjà montré dans d'autres épisodes avant, le léchage des cadres. Parce que je vous avais montré la dernière fois une certaine méthode qui permettait de rajouter un espace. Cet espace-là, je mettais un couvre-cadre, une hausse, à la rigueur on remet un autre couvre-cadre et ensuite on met les hausses à lécher. Mais sachez qu'il y a une autre méthode. La méthode, c'est tout simplement celle-ci. J'ai déjà essayé l'année dernière. En fait, à quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Ce qu'on voit bien, mon nourrisseur. Voilà, le nourrisseur. Alors, je vous rappelle comment il est constitué. Ici, vous avez une entrée. Après, ici, il y a une chicane. Vous voyez, où les abeilles peuvent arriver par cette chicane et se nourrir ici. Voilà. Donc, du coup, comment vais-je m'y prendre? Je vais le positionner comme ça, en évitant d'écraser les petites abeilles. Tac, tac. Est-ce qu'on voit bien? Oui, parfait. Alors je vais le montrer sous un autre angle, sous cet angle-là. Je ne sais pas si on voit ici. J'ai un contre-jour, donc c'est difficile pour moi de voir en même temps sur la caméra si on voit bien. Et vous voyez que je peux ouvrir ici. Est-ce qu'on voit? Ouais, j'ai l'impression qu'on va faire d'être correct. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus qu'à mettre ma hausse. Alors, c'est pas flagrant, hein. Allez, regardez. Ça commence à arriver, là, il y a des gouttes de miel. Ça arrive à toute allure, hein. Ça vient vite, là. Il y en a même une deuxième ici. Là, si je laisse ça, là, en l'espace de 5 minutes, je vais être envahi d'abeilles, hein, juste pour une goutte de miel. Comme là, on voit. Et puis, elle est déjà sur une goutte de miel. Et après, elle va ameuter toutes les autres. Alors, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse. J'ai posé ce nourrisseur. Ici, j'ai ouvert pour du coup les abeilles puissent pénétrer là, ce qui leur offre, je dirais, un accès direct sur la housse que je suis en train de poser ici même. Et pour conclure, on simule donc un espace qui est extérieur à la ruche. Alors pourquoi, aussi je l'avais peut-être pas expliqué la dernière fois, pourquoi simuler un espace qui est extérieur à la ruche? Parce que si elles croient que c'est chez elles, à ce moment-là, elles vont commencer à bâtir, commencer à réapprovisionner, etc. Chose que je ne veux pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de nettoyer toutes ces hausses. Alors ces hausses-là, comme je l'avais précisé juste avant, il ne s'agit pas de hausses que j'ai extraites. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas suffisamment à maturité. Regardez, si on regarde, bah, ça n'est pas très rempli du tout. Enfin, pas bien rempli du tout, c'est comme ça que ça se dit, je crois. C'est mieux. Vous voyez, je ne l'ai pas du tout extrait. En fait, c'est des hausses que j'avais mises entre temps pour éviter l'essaimage et de réoffrir un espace aux abeilles. Et j'ai pas du tout l'intention, ça a été fait exprès, c'est pas du tout une erreur de ma part. Hein. Ça a été fait exprès pour pouvoir éviter justement l'essaimage en me disant de toute façon si ça n'arrive pas à maturité, et il y a une forte chance que ça n'arrivera pas à maturité, je le redonnerai à ces abeilles. Et du coup, quoi de plus naturel pour nourrir ces abeilles de cette manière-là? Bon, on n'en est pas encore au temps du nourrissement. Là, je me permets de mettre ça, comme je l'avais expliqué, pour ces abeilles qui sont orphelines et qui ont suffisamment d'espace et qui risquent pas de faire un blocage de ponte si jamais il y avait déjà une reine et que du coup les provisions ne laissent plus d'espace pour pouvoir
la reine de pondre. Grosso modo, vous l'avez compris, si il y a trop de provisions et qu'il n'y a plus d'alvéoles de pondre, bah, du coup la reine ne peut plus pondre et puis du coup on n'a plus de couvain et plus de force pour pouvoir avoir une ruche forte pour passer l'hiver. Et ça c'est important. Alors ce que je fais là, j'en profite aussi pour mettre une deuxième hausse qui elle a été extraite. Vous allez tout de suite voir la différence avec l'autre cadre. Comme on peut le voir aussi, on voit correctement. Bon, celui-là aussi j'ai arraché quelques alvéoles, je vous expliquerai à un autre moment pourquoi j'ai arraché. Ça c'est... Merde. Oh putain, bah d'accord, super. On fait une coupure, on oublie. Regardez, ça les abeilles, elles arrivent tout de suite. Ça, ces alvéoles-là, il y a certaines où c'est la protéine, c'est du pollen. Il vaut mieux éviter de le laisser, après on peut pas tous les enlever. Je l'expliquerai un peu plus loin. D'autres numéros. C'est pour éviter d'avoir de la phosphène, parce que la phosphène, elle charge de la protéine comme ça. Donc, revenons à nos moutons. Là, je pose une deuxième hausse. Ces cadres-là, ils ont été extraits il n'y a pas plus tard qu'hier, donc il y a beaucoup moins de miel, et je peux les mettre à lécher tranquillement. Alors, pour revenir par rapport à ce nourrisseur, c'est bien, hein, c'est un bon moyen pour pouvoir simuler et faire en sorte que du coup, elles ne bâtissent pas. La seule contrainte, soyez vigilants à ça, c'est qu'elles auront tendance aussi, par contre, à bâtir à l'intérieur du nourrisseur. Je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, bref. Voilà ce que j'avais à dire. Donc là, on arrive à la fin de la manipulation. J'ai plus qu'à mettre mon couvre-cadre. Oui, mon couvre-cadre. Et je laisse ça 24-48 heures. Je vais en profiter aussi pour faire une remarque par rapport à la dernière fois lorsque j'avais mis à lécher mes cadres, mes hausses. J'avais laissé ça pendant 3-4 jours et c'était pas super bien nettoyé. Alors la raison elle est simple. Enfin, pour faire la comparaison par rapport à ici, là je suis beaucoup plus sûr et en confiance que ça va être bien nettoyé parce que justement j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à plusieurs reprises, c'est qu'on arrive dans un moment où il n'y a pas une pénurie de nectar mais de moins en moins de nectar. Vous voyez là ça tourne un peu plus, elles sont beaucoup plus à l'affût. Donc ça normalement ça devrait être nettoyé beaucoup plus facilement et rapidement que la fois dernière. Voilà, donc moi je vais continuer mes petites aventures tout seul, sans vous, sur les différentes ruches pour les mettre à lécher mes différents cadres. Donc bien entendu, je vais choisir quand même ou les diviser un peu partout. Après ça ne représente pas des quantités importantes. Hein. Ça on le verra plus dans le nourrissement, ça risque pas non plus de faire trop de blocage de ponte, si vous voyez là où je veux en venir. Donc j'insiste bien, je me répète encore, hein, évitez quand même les blocages de ponte, c'est important en ce moment de surveiller ça. On verra ça plus loin dans d'autres épisodes, des futurs épisodes, et également le traitement, où il ne faut pas traîner aussi à le faire. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus trop tarder sur la récolte et de la faire trop tard. Parce qu'on ne fait pas de traitement en même temps qu'une hausse est posée sur une hausse. Ça c'est totalement interdit. Et puis aussi ne traînez pas pour faire votre récolte trop tardivement parce que vous n'avez plus vraiment de nectar. C'est bien de mettre du sirop, hein, il faut, même les apiculteurs professionnels le font, moi-même je le fais, mais c'est aussi bien qu'elles arrivent à faire elles-mêmes leurs provisions pour passer l'hiver. C'est plus naturel, c'est leur propre aliment qu'on leur retire et on leur donne un substitut de betterave. Ouais, d'accord. Bon, vous avez compris là où je voulais en venir. Bon, du coup, moi je vais vous laisser, je vais continuer à installer le léchage des hausses. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.